Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie avec toute notre équipe de vous retrouver pour une nouvelle saison. Chaque semaine, nous nous retrouverons avec nos invités pour commenter et analyser les temps forts de l'actualité nationale et internationale. Et aujourd'hui, dans l'actu nationale, on commencera avec la rentrée sociale et politique qui s'annonce chargée. Grogne des syndicats qui, passé le délai de grâce des 100 premiers jours du gouvernement, font entendre leurs revendications, mais aussi changement à la tête des partis avec les congrès qui s'annoncent. Nous reviendrons sur tous ces temps chauds de l'actualité marocaine. Et puis ensuite, à l'international, nous irons en Allemagne pour analyser les résultats des dernières élections. Elles ont consacré l'entrée de l'extrême droite au Bundestag pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et une victoire en demi-teinte pour Angela Merkel. Nous reviendrons sur les conséquences de ces explications. Et ce soir, pour nous accompagner, nous avons sur notre plateau Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Merci Naïm de nous rejoindre pour cette nouvelle saison. À vos côtés ou face à vous, Aziz Boustin, directeur de publication du Panorama Post et du site Mouatin. Merci Aziz également de nous avoir rejoints. Bonjour Hanan. Et puis enfin avec nous sur le plateau, le professeur Ali Sdjari, professeur de droit public. Merci Monsieur Sdjari d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Hanan. Alors, on commence avec le volet social de cette rentrée marocaine. Les syndicats font entendre leur voix. Ils viennent de rencontrer le 20 septembre dernier le chef du gouvernement. C'est la fin du délai de grâce des 100 jours du gouvernement. Est-ce que le bras de fer va commencer, Naïm Kamel? D'abord, est-ce qu'il y a eu un délai de grâce? Parce qu'on peut parler vraiment... C'est ce qu'ils avaient annoncé au lendemain du 1er mai, en disant qu'ils attendraient les 100 premiers jours du gouvernement pour voir ce qui serait fait. Moi, je ne parlerai pas en tous les cas d'un délai de grâce ou d'un état de grâce. En tous les cas, nous sommes dans une drôle de rentrée, dans une forme d'expectative. On attend toujours quelque chose qui n'arrive pas. Et il y a une certaine tétanie qui s'est emparée de, malgré l'effervescence apparente de la classe politique et syndicale nationale. Bon, maintenant, franchement, l'agitation des syndicats, on en connaît les limites, parce qu'aujourd'hui, les syndicats, au même titre que le parti, malheureusement, sont en net recul dans la représentativité. C'est-à-dire que ce n'est plus les syndicats des années 70, 80, 90 qui pouvaient vraiment mobiliser les travailleurs, et que les travailleurs se mobilisent aujourd'hui. On est plus en présence, et c'est là ce qu'il faudrait peut-être craindre, de mouvements spontanés, catégoriel, par secteur, sectoriel, par profession, que d'une action d'un syndicat, qu'il soit la CDT, l'UMT ou le GTM ou le syndicat du PJD, l'Union nationale syndicale du PJD. Donc, c'est pas vraiment la réelle crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la réelle crainte de la rentrée. Est-ce que nous allons tirer les leçons de ce qui s'est passé aux élections d'octobre 2016, de toute la suite, les 5 mois d'attente que nous avons subis, qui ont quand même eu un coût social, un coût politique et un coût économique. Et est-ce qu'on va, toutes les formes de tension qu'on retrouve un peu dans la société, est-ce qu'on va leur trouver des réponses, des solutions, des alternatives? Et je crois que c'est là où le débat devrait se situer normalement. Aziz Boustin, est-ce que selon vous, il faut s'attendre à une crispation dans les semaines qui viennent, ou est-ce que vous partagez l'avis de Naïm Kamel avec peut-être cette perte de vitesse des syndicats? Non, une fois n'est pas coutume, je peux être d'accord avec Naïm. En fait, il n'y a pas de syndicat. Quand je vois, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas véritablement la force nécessaire pour qu'un syndicat puisse. C'est la force de rassemblement de rassemblement et de frappe. Sur une population active de 11 millions et quelques de personnes, on dit que les syndicats représentent plus ou moins 6%. Et donc, ce n'est pas véritablement grand-chose quand on sait qu'il y a 4 ou 5 grands syndicats, grands entre guillemets. Donc, et ça, c'est ce qu'avait bien compris ancien chef de gouvernement, Ilah Ben Kiran, qu'il n'avait pas, c'est ce que disait un peu Staline sur le Vatican, combien de divisions. Là, il pourrait dire combien de militants. Il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément. Et puis les syndicats, quand je vois nos syndicats, ça me rappelle la marionnette de Krasuki, je crois, sur les guignols de l'info. La grève. Bon, on va toujours brandir la même chose, avec les mêmes revendications, augmentation des salaires. On va y revenir dans un instant sur le tableau de bord des revendications syndicales. Mise en œuvre de l'accord de 2011, d'avril 2011,
la révision de la réforme des retraites, enfin les trucs habituels, le marronnier qu'on pourrait appeler chez nous dans les médias. Donc, mais il y a un fait nouveau, c'est le changement de gouvernement, c'est Saadetdine Othmani à la tête du gouvernement. Est-ce qu'il marque déjà de sa patte la prise en main de ce dossier par rapport à ce qu'il avait annoncé? On se souvient qu'au lendemain du 1er mai, il avait annoncé des discussions sectorielles, ce qui lui est d'ailleurs reproché par les syndicats. Il est plus porté sur le dialogue que son prédécesseur. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce gouvernement, c'est que par rapport à l'ancien, c'est comme le jeu des 7 erreurs, chercher les différences, il n'y a pas tellement de différences. Le gouvernement, on peut dire qu'il a été plus ou moins reconduit, avec plus ou moins les mêmes postes, sauf bien sûr la flopée de secrétaire d'État qu'il y a. Et donc la grande différence sera de voir comment réagit Saadetdine Othmani par rapport à son prédécesseur. Et là, encore une fois, n'est pas coutume, je suis d'accord avec Naïm Kamel. Décidément, les vacances vous ont assagi, tous les deux. On vient de commencer l'émission. On s'est un peu fréquenté. Voilà. J'ai fini par le remodeler. J'ai fini par lui faire plaisir. Donc, tout dépendra finalement de la personnalité de Saadetdine Othmani, une personnalité qui est assez particulière. Consensuelle, je ne peux pas dire véritablement consensuelle quand on voit ce qu'il prend dans les médias et sur les réseaux. Par contre, au niveau de la classe politique, au niveau de sa majorité, il est consensuel, il a un sens de l'écoute très développé et il a aussi une manière de négocier qui est tout en douceur, tout en rondeur, tout en calme. Ça pourrait peut-être arrondir les angles avec les syndicats et on va attendre qu'il y ait la véritable discussion, que s'enclenche la véritable discussion sur la loi de finances, le projet de loi de finances 2018 pour savoir exactement... Qui est un des gros dossiers de cette rentrée. Voilà, qui est l'un des gros dossiers de toutes les rentrées. Et là, on va voir ce que feront les syndicats. Mais je crois que... le punch leur manque un peu. Ils râlent, ils disent... Professeur Sidjali, vous partagez cet avis? Je partage l'analyse conjoncturelle parfaitement bien. Et probablement les conditions de démarrage aujourd'hui de ce rapprochement entre le syndicat. Mais la question me renvoie à une dimension historique forte, qui nous renvoie à deux questions majeures. Est-ce qu'il y a un dialogue social au Maroc? Est-ce qu'on a l'habitude, est-ce qu'on a forgé un dialogue social basé à la fois sur le respect, sur l'écoute, sur le partage et la négociation permanente? Dans l'histoire politique du Maroc, je pense qu'on n'en a pas ça. Et ce n'est pas le Othmani aujourd'hui qui va créer, je dirais, les canevas d'un dialogue à suivre dans les mois à venir ou dans les années à venir, puisqu'il est là pour 5 ans. La deuxième, est-ce qu'il y a une action syndicale? Si vous faites une enquête aujourd'hui auprès des populations marocaines, est-ce qu'ils croient ou ne croient pas à l'action syndicale, aux syndicats eux-mêmes? Il y a un effritement de part et d'autre, un effritement de la part des partis politiques, une majorité gouvernementale à cette partie politique, ce qui est un handicap majeur, et une action syndicale aussi émiettée que le champ politique lui-même, avec bien entendu des intérêts divergents ou des options différentes. Il n'y a pas une entente. Et les problèmes qui sont posés depuis longtemps, depuis de longues années. Et on a l'impression, comme disait, d'assister à une température au degré zéro de la température historique, comme le disait Claude Lévi-Strauss. Les choses se répètent chaque année. Au moment même où le Maroc a changé, la population marocaine, mais les syndicats n'ont pas changé. Les partis politiques, ils essaient de s'adapter au contexte actuel en gérant les affaires de manière conjoncturelle, tout à fait conjoncturelle. Alors reste à savoir à ça aujourd'hui comment on va créer des réseaux de confiance, d'écoute et de vrai dialogue. Il vient de le dire Aziz et Naïm, comment l'Othmani lui-même conçoit le dialogue, comment le gouvernement lui-même conçoit le dialogue. Or, nous sommes dans une logique de conflictualité permanente entre le syndicat et les partis politiques. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les syndicats ont rencontré le chef du gouvernement le 20 septembre dernier. Un round de négociations est prévu pour le 9 octobre. D'ici là, des grèves sont déjà annoncées, notamment ce 29 septembre, la grève des médecins du public. Est-ce que ces grèves qui vont s'annoncer dans les prochaines semaines sont un levier d'action pour les syndicats avant le round de négociations ? Vous savez, moi je pense qu'il ne faut pas non plus dramatiser quand il y a un mot d'ordre de grève. La grève est une pression qu'exerce un secteur donné sur un gouvernement pour le rappeler à ses devoirs et pour lui dire toc toc, nous sommes là. Donc les médecins, ce qu'ils demandent, ils vont faire grève demain, puis il y aura un sit-in devant le ministère de la Santé dans quelques semaines, et c'est pour demander une équivalence dans leur diplôme. Il y a les fonctionnaires des collectivités locales, exactement. Alors, il y a qui vont être en grève début octobre. Il y a les transports aussi qui sont en train d'étudier
une journée de mobilisation? Alors, je ne sais pas s'il faut mettre ça sur le même plan, ces grèves sectorielles. Je ne sais pas. Je reste assez sceptique sur le fait de les mettre au même niveau que le dialogue social dont parlait le professeur Sdjari, ou si ce n'est pas des décisions qui sont prises au niveau des branches des syndicats, peut-être même sans accord avec les directions. C'est un peu ce que disait tout à l'heure les directions centrales. Kamel. Donc, il y a une espèce d'élitement. C'est déjà parlé d'effritement, moi je parle d'élitement aussi, de déliquescence même, un peu des syndicats. Mais les enjeux sont pourtant forts, parce que parmi la liste des revendications, bien sûr, il y a les revendications classiques d'augmentation des salaires, du SMIC, etc. Mais il y a aussi des dossiers qui sont attendus, comme notamment celui du droit de grève, qui n'a pas été tranché par l'ancien gouvernement et qui est un des sujets urgents. Qui ne sera pas non plus tranché par ce gouvernement, parce que le droit de grève existe dans la Constitution, il n'existe pas dans le droit de tous les jours, et c'est depuis la Constitution de 1962. C'est-à-dire c'est une décision qui a été éternellement reportée. On ne veut pas légiférer là-dessus, on ne veut pas vraiment réglementer la grève. Pour des raisons diverses. Pourtant, même le patronat, la CGM aujourd'hui, attend aussi beaucoup cette réforme. Mais justement, parce qu'on n'arrive pas... C'est le troisième volet de ces discussions, mais vous savez, quand le patronat va déposer un projet de réglementation de la grève, il va le faire en sa faveur. Il ne va pas le faire en la faveur des syndicats et des travailleurs. Et les travailleurs, quand ils vont déposer leur contre-projet, et c'est là où on joue sur cette impossible entente patronat, d'ailleurs, cette absence de dialogue social réel, pour qu'on reporte éternellement cette question de la réglementation de la grève au Maroc. Bon, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, au Maroc d'aujourd'hui, je dirais, pour utiliser un raccourci, pour dire que le Maroc, d'après le discours du trône, qui a fait dresser un tableau noir de la situation, on en soit là dans ces détails, grève sectorielle, etc. Nous avons aujourd'hui besoin d'une approche globale parce qu'il y a quelque chose qui s'est rompu dans la société marocaine, dans l'exercice de la politique marocaine. Aujourd'hui, c'est comment renouer ce débat, ce dialogue qui a existé, même dans la polémique, même dans l'affrontement, parfois dans l'apaisement, mais il existait et on pouvait, sur ça, construire un rêve commun. Il y a des objectifs globaux, généraux, qui nous permettent vraiment d'aller de l'avant. Vous pensez que ce n'est plus possible? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ça qui est rompu. Et on le voit, toutes les chapelles sont occupées par leur propre paroisse. Chacun essaie de mettre d'abord aujourd'hui de l'ordre dans sa maison. On le voit avec tous les congrès qui se préparent, on va y arriver. Mais je ne crois pas. Les trois premiers partis du paysage sont en crise. On y arrive, c'est l'étape suivante. Mais pour finir sur cette question de rentrée sociale et des syndicats, une question sur le coût politique que peuvent avoir ces frictions et ces tensions avec le gouvernement. Peut-être que l'impact symbolique de bras de fer entre les syndicats et le gouvernement peut avoir un coût politique. Est-ce que vous pensez que ça peut coûter quelque chose au chef du gouvernement aujourd'hui? Alice Djari? Le coût politique, il est déjà là. Il est négatif à plus d'un tiers de lors où tous les projets à caractère économique, social et urgent sont retardés. Le problème de l'enseignement, le problème de la santé, le problème des salaires, le problème de la réforme fiscale, le problème du coût de travail. Et de là, je dirais, la grève, ce n'est pas le problème actuel, la grève. La grève, ce n'est qu'un moyen de pression, simplement pour neutraliser ou faire une nuisance, capacité de nuisance syndicale, qui ont l'habitude de faire. Or, le problème, c'est le coût du travail, c'est les droits des travailleurs, que nous avons besoin de la modernisation de ce secteur. C'est le problème du droit et des libertés de l'expression syndicale et politique à l'intérieur. Et c'est le problème des syndicats eux-mêmes qui sont complètement aujourd'hui obsolètes et contre-productifs dans l'action sociale. Le problème de fond, c'est comment créer une culture d'action publique fondée sur une négociation permanente, fondée sur un consensus, pas le consensus de compromission, comme ça se passe chez nous, ou de conjoncture. Je vous lis un paradoxe fondamental. La retraite telle qu'elle a été réformée, il y a eu des grèves. Mais les syndicats n'ont pas été présents le jour du vote de ce texte-là. Comment donner aujourd'hui la crédibilité à un champ politique qui lui-même ne croit pas à ce qu'il fait? C'est lamentable. Et il y a un problème de défiance par rapport aux politiques qui s'est associé à problème de santé et nous sommes face à une urgence
de renouvellement de l'action publique avec la mise en place de mécanismes qui ont un caractère obligatoire, mécanismes institutionnels, des mécanismes d'évaluation, des mécanismes de contrôle et des mécanismes tout simplement d'orientation. Aziz Boustan. Au-delà du mécanisme, je retiens ce terme du professeur Sedjali, des mécanismes qu'il faut mettre effectivement en place. Au niveau du dialogue social, on parle d'institutionnalisation de ce dialogue. Le problème n'est pas là. Le problème, pour institutionnaliser ce genre de dialogue, c'est une décision, et un décret ou une ordonnance à signer, un point, c'est tout. Le problème, c'est que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait des acteurs du dialogue. Donc, il y a 3 acteurs, à ma connaissance, n'est-ce pas? Il y a le gouvernement, il y a le patronat, il y a les syndicats. Le gouvernement, il est là. Avec ses hauts, avec ses bas, avec ses crises, avec ses déprimes, il est là. La CGEM est là, elle est même très bruyante et on l'entend beaucoup parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Naïm, je vais vous faire plaisir. Cette loi sur la grève va très certainement passer parce que là, maintenant, il commence à y avoir beaucoup de choses. La CGEM a présenté son projet de loi qui a été retiré par la suite. Enfin bon, il y a des choses qui sont en train de se passer. Ce que je disais, c'est que le problème, c'est que nous avons un gouvernement, nous avons un patronat, mais nous n'avons pas encore une fois de syndicats. Nous avons des gens qui crient beaucoup, mais qui ne font rien. Donc faire un dialogue en l'absence d'un intervenant, d'un acteur, ou dans une présence moribonde ou fantomatique d'un acteur, n'est pas une bonne chose. Maintenant, très rapidement, sur le coup politique de la crise sociale existe partout, depuis tout le temps, dans tous les pays du monde. Donc, on en parle parce que les médias aiment bien parler de ce genre de choses. La crise, c'est bien, mais la crise, là, je ne vois pas quel coup politique elle pourrait avoir, parce que de toutes les manières, quoi que fasse n'importe quel gouvernement dans n'importe quel pays et à n'importe quelle époque, il y aura toujours une crise à sa sortie. Il y aura toujours des gens qui sont mécontents, parce qu'il y aura toujours un décalage entre ce qu'on demande et ce que l'État peut donner, le gouvernement peut donner. Naïm Kamel, pour finir sur ce sujet. Non, moi je dirais que je suis d'accord avec lui de ne pas être d'accord avec moi sur ce point, parce que dire que... Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, finalement. Oui, c'est ça. Nous allons perdre nos téléspectateurs. Non, c'est-à-dire qu'on a cette mauvaise habitude, un mauvais réflexe national qui consiste à toujours taper sur les syndicats et les partis politiques et essayer d'exonérer les gouvernements et le patronat, selon qu'on est. Non, tout le monde est responsable de la situation. On a essayé le dialogue. Ce n'est pas vrai qu'il n'y ait jamais eu de dialogue social. On en a vu par le passé, que ce soit sous le gouvernement d'Abderrahmane Yousfi. Rien que pour remonter qu'à l'alternance consensuelle. On en a eu sous le gouvernement de Brigisto, on en a eu sous le gouvernement de Abbas El-Fassi. Il y a un cadre presque institutionnel où se déroulait ce dialogue. Je crois que celui qui a rompu cette tradition, c'est encore le prédécesseur de Saad el-Din al-Othmani, qui est Abdelillah Ben Kiran. C'est lui qui avait des positions tranchées, c'est-à-dire, moi, il est de mon devoir de réformer la retraite, parce que sinon, et il a raison sur le fond. Il avait raison sur le fond. Si on ne la réforme pas, c'est la faillite. Mais la méthode n'y était pas. Maintenant, il faut espérer qu'avec le Othmani, qui est, semble-t-il, ceux qui l'ont approché ces derniers temps, dans une attitude de psychothérapeute, ce qui n'est que sa seconde nature, c'est-à-dire qu'il a une prédisposition à l'écoute, à l'analyse de ce qui se dit, c'est très bien. Si ça peut permettre la reprise du dialogue, la relance de quelque chose qui commence à nous manquer au Maroc, d'un véritable débat de fond, et non pas de caniveau, ce serait bienvenu. Alors, on parle maintenant de la rentrée politique qui est aussi chargée. Vous avez évoqué tout à l'heure les changements à la tête des partis. On commence par l'Istiqlal, qui tient son congrès ce 29 septembre. Nizar Baraka est un candidat déclaré, c'est le seul pour l'instant avec Chabat. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce congrès? Est-ce que ça va signer la fin de l'ère Chabat que beaucoup attendent de voir se terminer parmi les rangs des Istiqlaliens? Aziz Boustan. Fallait poser une question à Naïm, non, ça n'a rien à voir. Comme vous voulez, j'attendais que vous réagissiez. Je l'étais aussi un peu rarement. Ah oui, c'est vrai. Oui, je l'étais. Aziz Boustan. Écoutez, en fait, quand on parle des congrès, on ne peut pas en extraire un seul.
il y a 3 congrès ou grands-messes qui sont en train de se préparer. Il y a celui de l'Istiqlal dans quelques jours, enfin à la fin de la semaine. Il y a celui du PAM, fin octobre. Il y a celui du PAM, le 25. le Conseil national, donc le 25, pour choisir un remplaçant à Ilyas Omari, démissionnaire. Déjà entériner sa démission, valider sa démission. Par le Conseil national du Entériner PAM, la démission, ceux qui ne Ou la sauraient rejeter. poser trop de problèmes. Non, ils ne la rejetteront pas. Mais surtout choisir un remplaçant. Et puis le 3e congrès qui est important, qui est le 9-10, je pense, décembre, qui est celui du PJD. Alors si pour le premier, celui de l'Istiqlal, il n'y a pas trop de suspense, vous l'avez dit, et c'est clair et c'est évident, il y a de très très fortes chances pour que ce soit Nizar Baraka qui soit élu, parce qu'il y a un ras-le-bol au niveau du parti contre Chabat et même en dehors du parti. Pour le PAM, on ne sait pas au juste ce qui peut se passer, mais il y a des noms qui circulent. Pour le PJD, en revanche, c'est le grand suspense. Personne ne sait ce qui va se passer. Est-ce qu'Ila Ben Kiran remplira avec donc, la révision de leur statut? Est-ce que c'est Atmani qui prendra la relève ou est-ce que ce serait un outsider? Et donc c'est effectivement une rentrée politique qui va s'étaler sur 3 mois, en commençant par la plus facile. Encore une fois, je pense que pour Nizar Baraka, il n'y a pas de problème. Naïm Kamel, on commence par l'Istiqlal, ensuite on revient au PJD. Oui, je dirais, moi ce que je constate, c'est avec Nizar Baraka, on va revenir à l'endogamie traditionnelle de l'Istiqlal. C'est un autre problème. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'on aurait mis... Un renouvellement? C'est pas un renouvellement, parce qu'avec Nizar Baraka, c'est un renouvellement, c'est un jeune quadra, assez consistant. Il ne faut pas le sous-estimer. D'ailleurs, dans sa course pour le secrétariat général, il est parti très tôt. Il a fait la tournée des popotes. Il a préparé un programme, une vision, avec bien sûr des entendus, mais sur lequel on ne peut qu'être d'accord. Il veut lancer un chantier de réflexion sur ce dogme qui est le fondement de l'idéologie istiqlalienne, en l'occurrence l'égalitarisme, parce qu'il faut le dire, l'istiqlal, en termes de pensée et de réflexion, n'a rien produit depuis la mort de Allal el-Fassi, c'est-à-dire le seul penseur qui était à l'istiqlal. Donc il a vécu avec l'héritage de Allal el-Fassi, et ça, c'est important. C'est important. Hier, ou avant-hier, le 25, je crois, on a vu ceux qui avaient adoubé Chabat adoubé, lors de la conférence de presse de la présentation de sa candidature, adoubé Nizar Baraka, c'est tant mieux, mais seulement, il n'y a pas qu'eux qui font le congrès. Parce que d'abord, l'élection du secrétaire général se fait au niveau du Conseil national. Et je ne peux pas dire, je ne connais pas la configuration du Conseil national qui a été faite au niveau régional. Bien sûr, il y a une partie qui va se faire au niveau du Congrès, mais le gros des troupes du Conseil national, il est là. Et il va falloir peut-être pointer ça pour voir. Et Chabat est toujours prêt à rebondir, à faire un coup. De toutes les façons, ça ne sera pas un congrès ordinaire, ça c'est ce qu'on peut dire. Bon, on dit évidemment que, vu le bilan de Chabat, vu son vertigo, il est temps qu'il passe la main. C'est la logique qui voudrait les choses. J'aurais aimé que les choses se passent autrement. Enfin, nous aurions aimé que les choses se passent autrement. Ils ne se passent pas ainsi. Mais tout ça, ça va aboutir à quoi? C'est là ma grande question. C'est l'après-Shabbat, l'après-congrès. Est-ce que ce qui a été consigné dans le programme ou la plateforme de Nizar Baraka va être mis réellement en œuvre, ou ça va rester, comme souvent, lettre morte. Lettre morte. Bon, il y a une chose qui est commune au PJD et à l'Istiqlal, outre la référence à l'islam qu'ils veulent rappeler, c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange, il me dérange beaucoup dans nos partis. C'est que chaque congrès, on remodèle le statut, les règlements pour les mettre sur mesure. On va y revenir dans un instant, notamment pour le PJD. Une seconde, je termine cette idée. Allez-y, parce qu'on doit faire la pause. Alors, les idées, l'Istiqlal, ils ont remodelé pour permettre à Nizar Baraka de pouvoir se présenter alors que le règlement ne devrait pas être rétroactif.
Et au PJD, on est en train d'essayer de modifier pour mettre un troisième mandat à Ben Kiren. Ça me rappelle ces chefs d'État qui, à chaque élection, changent les constitutions pour qu'ils puissent rechanger les durées de mandat. Et tout ça, ça fait sous-développement. Merci Naïm Kamel. On revient dans un instant sur le plateau du débrief pour la suite de notre discussion. Restez avec nous, on se retrouve après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci d'être resté avec nous. On continue et on conclut sur la rentrée politique au Maroc et notamment avec ce qui se passe dans les rangs du PJD. Naïm Kamel, vous évoquiez la situation juste avant notre pause. Les dissensions, on ne les cache plus tellement, malgré la volonté et les efforts de communication pour donner un sentiment d'union lors de la présentation du bilan du gouvernement. Il y a des personnes parmi les rangs du PJD qui n'hésitent plus à marquer leur désaccord. Je cite notamment un des ténors du parti du PJD qui a dit oui, nous votons les lois, mais cela ne signifie pas que nous soyons d'accord politiquement avec le chef du gouvernement et les choix de son exécutif. Est-ce que c'est le début d'une certaine partition au sein du PJD et qui peut laisser augurer d'un congrès sous tension début décembre? Professeur Sejali. D'abord deux choses. L'expérience politique au Maroc nous montre qu'à chaque fois qu'un parti rentre au gouvernement, il aboutit fatalement à des dissensions entre ceux qui restent et ceux qui partent. C'est une logique implacable qui caractérise le fonctionnement de Mais est-ce que c'est pour des raisons politiques ou est-ce que c'est aussi pour des raisons personnelles? Le pouvoir devient un accès aux privilèges, aux jouissances matérielles et même symboliques. Mais est-ce que là, le fait que Abdelillah Ben Kiren ait été écarté de la primature dans le long chemin pour constituer un gouvernement a joué aussi un rôle et donne une dimension plus personnelle à ces dissensions qui se font jour aujourd'hui? Mais il y a la personnalisation d'une situation qui est Abdelillah Ben Kiren, parce qu'on l'a évacué, parce qu'on l'a éjecté du gouvernement. Et là, ses adeptes. Et en plus, il constitue le charisme au sein du pouvoir, au sein de son parti. Tous les jeunes aujourd'hui, et en dehors du parti du PJD, en dehors de ce parti, il y a des gens qui font d'Abdelillah Ben Kiren un certain charisme, ce qu'il n'a pas à Othmani, par exemple. Et c'est à ce niveau-là où il y a la critique par rapport au pouvoir. Ceux qui sont dans le pouvoir aujourd'hui, ils jouent ce qu'on appelle l'ambivalence marocaine dominante. Nous sommes dans le pouvoir, mais nous votons malgré nous. Chabat, lui aussi, le disait, le faisait. Ça, c'est propre, c'est spécifique à l'action politique marocaine, très spécifique. Et le pouvoir entraîne toujours un conflit, la participation au pouvoir. Pour une raison bien simple, c'est que quand on est dans le pouvoir, on veut rester dans le pouvoir à n'importe quel prix, qu'il soit de gauche ou de droite, islamiste ou pas islamiste. C'est la logique marocaine implacable. On n'accepte pas le jeu démocratique, la rotativité démocratique. On n'accepte pas cette situation-là. Je reviens à l'Istiqlal lui-même. L'Istiqlal, je pense que pour lire ce qui se passe à l'intérieur de l'Istiqlal, il faut contextualiser. Est-ce qu'il s'agit d'un congrès de rénovation ou de rupture? Mais il s'agit tout simplement. D'abord, c'est un non-événement, pour moi. C'est un non-événement politique. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Naïm Kamel qui dit que ce ne sera pas un congrès ordinaire? Non, pour moi, c'est un non-événement. Je vais vous dire pourquoi. Il s'agit tout simplement d'une rupture par rapport à un individu, par rapport à l'option idéologique, par rapport aux réformes idéologiques, par rapport à l'histoire du Parti Istiqlal, qui a laissé des traces, qui a laissé des marques dans la gestion publique, dans la responsabilité publique, dans un certain nombre de dépassements, dans un certain nombre de discours vagues, ambivalents, et parfois imprécis. Et on sait la responsabilité de l'Istiqlal aujourd'hui dans la conduite, dans la gouvernance marocaine, elle est évaluable. Positivement ou négativement, elle est évaluable. Il n'y a pas de temps. C'est une rupture par rapport à un individu qui s'appelle Chabat, qui devient une personne non grata, indésirable par tout le monde, à la fois par le pouvoir, à la fois par l'Istiqlal et à la fois même par l'opinion publique, s'il y a une opinion publique. C'est un bonhomme qui devient à la fois, qui méprise, qui utilise un discours à la fois discourtois, et le moins que l'on puisse dire, inélégant, pourquoi pauvre, médiocre, insultant, vulgaire. Il a dégradé l'esprit politique et la culture politique. On fait appel à qui? À quelqu'un de la paroisse. Parce que nous sommes dans une logique paroissiale. Le retour de la famille, d'une tribu qui s'appelle les Fassis, et qui ont créé un parti politique. Et c'est là, au final, le point négatif de ce congrès-là. On n'a pas fait l'individu. En dehors de ses compétences, je suis entièrement d'accord avec Naïm, en dehors de son expérience en matière de gestion publique, qu'il a traversé à côté des siens d'abord, on fait appel à quelqu'un
à quelqu'un qui pourrait simplement redonner de l'honneur à sa famille. Et c'est là où il n'y a pas de rénovation, selon vous? Nous sommes dans une logique néo-patrimoniale pure, complètement néo-patrimoniale. Ce n'est pas la logique de l'intérêt général qui prime, ce n'est pas dans la logique de la modernisation de l'istiqlal qui prime, non, c'est le retour de la famille. Et d'ailleurs, vous avez vu, tout le monde... Mais c'est aussi par défaut. Parce que quand vous voyez la faune istiqlalienne aujourd'hui, Ouais. vous passez la liste des noms, que ce soit, Monsieur, dans tous les partis politiques, que ce soit au Conseil national, que ce soit au comité exécutif ou au comité central, il n'y a personne qui émerge, qui se démarque. Je réponds à ça. Alors, rapidement, parce qu'on doit terminer pour passer à l'Allemagne. Je témoin à ça. Allez, vous donnez la parole à terminé le PJD. On va y revenir pour l'aroma conclure. du Sénat est valable Monsieur pour tous Sidjali. les partis politiques. C'est valable pour tous les partis politiques sans exception, sauf le PJD. Parce qu'il fait monter des cadres, il encourage les cadres, il vote de manière collégiale, sauf celui-là. Il n'y a pas de démocratie interne dans les autres partis politiques. Les jeunes ne peuvent pas accéder facilement à l'action. Pas non plus au sein du PJD. Ne peuvent pas. Ce n'est pas simplement propre à l'Istiqlal, c'est valable pour les autres. Dans une moindre mesure, pour le PJD, dans une moindre mesure. Donc, et par rapport à Chabat, le programme de Nizar Baraka. Le programme de Nizar Baraka pose un certain nombre de questions majeures. Voilà quelqu'un qui a l'expérience dans la gestion publique. Voilà qui est un jeune, qui est très compétent, expérimenté, qui est rodé à la chose publique et qui nous propose un projet qui s'appelle le projet participatif. Avec le retour au référent idéologique conservateur, et on va installer un institut qui s'appelle de la pensée sur l'égalitarisme. On est où? Dans quelle époque nous vivons? Et c'est ce même parti qui a contribué à l'inégalitarisme dans la santé, dans l'enseignement, dans l'administration, dans tous les domaines qu'il a gérés directement lui-même. Nous sommes face à une ambivalence qui est dangereuse. Alors qu'on s'attendait à un parti politique qui doit d'abord changer son nom, on n'est plus dans l'istiqlal, on n'est plus dans la période d'istiqlal. La journaliste d'aujourd'hui, vous le demandez quand est-ce qu'elle a été créée le parti politique depuis 1900, et ils sont incapables de vous répondre, même pour les créateurs. Donc nous sommes face à des partis, nous avons peu de soin, pas des partis qui règlent le compte à l'intérieur d'eux-mêmes, qui créent un destin collectif de mobilisation sociale pour un projet modernisateur fondé sur un pacte social, pas un projet participatif pour les élus des partis. Aziz Boustin. Vous allez quand même laisser 2 ou 3 minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Comme ça. Si vous voulez bien. Alors, mais essayez d'être concis, parce qu'on doit absolument traiter les autres sujets. Il y a tellement de choses à dire que je vais essayer de synthétiser tout ça. Alors, pour le parti de l'Istiqlal, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit un non-événement, parce que vu que Chabat n'arrêtait pas depuis 3-4 ans de créer l'événement, son départ serait déjà un événement, et le congrès de l'Istiqlal serait aussi un événement. En ce qui concerne la personne de Nizar Baraka, effectivement, c'est la famille. C'est la famille El Fassi, d'une manière ou d'une autre, étant lui-même petit-fils de El Fassi et gendre de Abbas El Fassi, qui est aussi gendre de El Fassi. Donc c'est un peu la famille. Mais il faut rappeler qu'en 2000... C'est le lien de consanguin. Voilà. Mais c'est en 2012, il a été question, en 2011-2012, il avait été question quelque part que Nizar Baraka prenne la relève. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu le bulldozer Chabat qui est arrivé. Donc Chabat est, si vous voulez, un accident dans l'histoire du parti. Maintenant, reproduire le même schéma familial ou le même schéma ethnique qu'avant, ça me semble peut-être un peu difficile parce qu'il faut voir la personnalité de Nizar Baraka. Il est le fils de qui il est, le petit-fils de qui il est, mais c'est quelqu'un c'est un quinquagénaire, pas un quadra, quelqu'un qui connaît bien l'État, qui connaît bien les rouages de l'État, qui connaît bien la politique et qui connaît bien aussi la société. N'oublions pas qu'il est encore et toujours président du Conseil économique, social et environnemental. Et à ce titre, il connaît bien la société. Et donc, je pense qu'il y aurait des choses qui pourraient se passer au niveau de l'Istiqlal et peut-être une véritable démocratie qui ferait que son successeur, dans 4 ans ou dans 8 ans s'il est élu, serait véritablement élu. Pour le PJD, très rapidement, pour le PJD, le problème, c'est qu'on a le 15 mars, le 17 mars, quand Latmani avait été nommé par le roi, il y a eu le lendemain le Conseil national et donc consensus général, unanimité, ok, on est d'accord. 15 jours après, il y avait un gouvernement.
2 jours après, il a commencé à avoir les contestations. Nous sommes dans le mécontentement personnel, nous sommes dans l'intérêt personnel. Et nous sommes aussi, quelque part, avec le respect que je dois à Abdellah Ben Kiran, on a passé pendant 5 ans une période de divertissement. Une période où la politique du spectacle, où Chabat insultait Ben Kiran, qui insultait le Shgar, qui insultait tout le monde. Enfin, tout le monde insultait tout le monde. Et donc là, maintenant, on va passer à une période rationnelle, enfin, du moins, je l'espère, je la vois comme ça, rationnelle, avec Saad Latmani, rationnelle, avec Nizar Baraka, rationnel, je ne sais pas qui viendra à la tête du PAM, mais il faudrait s'habituer. C'est ce basculement du spectaculaire au rationnel qui fait un petit peu... rationnel. Un dernier mot, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a... Un dernier mot, Narim Kamel, mais très rapidement. Je vous laisse 1 minute pour passer ensuite à l'Allemagne. Bon, parce que c'est là où il y a beaucoup de bruit. On a circonscrit l'espace politique au Istiqlal PJD. On a oublié qu'il y a d'autres partis. Il y a le RINI qui est en pleine mutation, où il y a un travail qui se fait. Peut-être qu'un jour on y reviendra, je tenais à le dire. On n'en a pas parlé parce que ce n'est pas un parti en crise. Oui, mais j'ai parlé parce qu'il y a du bruit. Parce qu'il y a du bruit à l'Istiqlal. Terminez, Narim Kamel. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais dire, parce que vous avez posé une question qui a été détournée vers l'Istiqlal par Ali, et concernant une possible scission au sein du PJD. Et moi, c'est très important. Parce que Ben Kiran, malgré ses lubies, ses frasques, etc., il reste quand même avec une forme de cohérence. Et je crois avoir lu une déclaration où il s'adressait aux jeunes de son parti. Il a dit, écoutez, nous avons mis beaucoup de temps à construire ce parti, à l'enraciner. Et il faut surtout aujourd'hui éviter de le fracturer. Enfin, c'est en substance. Je ne me rappelle pas les mots exacts. Oui, il souffle le chaud et le froid, mais bon, il va... Mais il est dans cette logique d'essayer, parce qu'il le sait, si demain il y a une scission... de sauver les acquis. De sauver les acquis. Dimanche dernier, qui ont, je le disais tout à l'heure en introduction, consacré l'entrée de l'extrême droite au Parlement allemand et qui ont signé une victoire toute relative de Angela Merkel. The Bild, le journal allemand, parle même d'une victoire cauchemardesque. Alors, est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide dans ces élections allemandes ? Écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas trop exagérer. Bon, il y a un recul d'Angela Merkel, mais il y a une reconduction d'Angela Merkel. 33% des voix, c'est le score le plus bas. C'est le score le plus bas depuis l'après-guerre. C'est important. Bon, maintenant ça lui pose un problème de coalition avec les Verts, avec les libéraux, parce que vous avez toujours le don de prendre de l'avance. C'est la question suivante. Comment elle va s'en sortir maintenant? Mais commentons d'abord les résultats. Les résultats. Alors, donc je fais marche arrière. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui à l'Allemagne, c'est l'arrivée de l'extrême droite au Parlement. Le parti alternatif pour l'Allemagne qui a remporté 12,6% des sièges. Anti-islamophobe, etc., etc. Et cette entrée crée beaucoup d'échos un peu en Europe, parce que c'est quand même l'arrivée entre 80 et 90 députés de cette formation au Bundestag. Donc le problème, c'est que si on compare avec la France, et l'équivalent d'Alternative qui est le Front National, il a une dizaine de députés, je crois. Il n'a même pas de quoi former un groupe. Mais quand on revient au pourcentage, on voit que Mme Le Pen, il a obtenu quand même 34% au présidentiel de voix. Et il arrive aux législatives avec 10 députés. Alors que l'extrême droite... Le mode de scrutin est différent. Justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. L'alternative en Allemagne n'a obtenu que 12,5% des suffrages. C'est quand même presque 8% de plus qu'en 2013. Oui, mais ils arrivent avec 80 députés. Ça, c'est le modèle, c'est le problème du mode de scrutin, de la représentativité, de la proportionnelle qui disparaît. Alors que, arithmétiquement, l'extrême droite est plus forte en France qu'en Allemagne. Et c'est ça le problème auquel l'Allemagne, elle ne connaissait pas ces problèmes, parce qu'il a été maintenu dans une cage depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en la renvoyant toujours à son passé nazi, et de manière à contenir une réémergence
de cette extrême droite. Je crois qu'ils sont en train de casser ce carcan parce qu'on en a trop usé. Alors certains parlent même d'une normalisation aujourd'hui de l'Allemagne qui devient comme les autres pays européens, c'est-à-dire avec une représentation parlementaire de l'extrême droite. Comment vous analysez et quelle lecture vous faites de ces élections allemandes, professeur Sidjali? Plusieurs lectures. Il y a un changement de cap au niveau de l'Allemagne. Et là, il subit un peu du contre-coup, je dirais, des tendances externes, qui la fragilisent davantage et qui font qu'on va assister à la naissance d'une autre Allemagne différente, qui doit avoir composé avec des problèmes nouveaux, la montée en puissance des populismes. Du populisme et de l'euroscepticisme qui apparaît, et qui vont s'aligner sur l'Europe, sur l'Autriche, sur la Hollande, sur la Belgique et sur les pays nordiques, ce qui est un danger. Cela étant dit, même ce populisme qui est originaire, qui s'adapte d'un pays à l'autre, parce qu'il revêt des traditions. En Allemagne, il y a des traditions nazies. Et ces traditions nazies peuvent être un danger potentiel pour l'avenir de ce pays à court terme et à moyen terme. Un danger. Le deuxième, c'est que l'Allemagne aujourd'hui doit faire face à un problème d'immigration, qui est devenu le problème central. On rappelle qu'Angela Merkel avait accueilli 890 000 réfugiés en 2015. Mais elle a bien dit lors de sa campagne qu'elle ne regrettait absolument pas et que si c'était à refaire, je la cite, c'est une interview du 29 août 2007 dans un journal allemand. Oui, je reprendrai les mêmes décisions essentielles qu'en 2015. On avait pronostiqué 800 000 réfugiés, nous en avons reçu 890 000. Rationnelles. Beaucoup de gens croient que c'est son humanité qui l'a poussé à accueillir autant de réfugiés. Non, c'est un besoin démographique pour l'Allemagne. C'est ça qui l'a poussé. Et les Allemands le comprennent. On laisse professeur Sidjali terminer. Angela Merkel ne fait pas le travail simplement pour l'Allemagne. Elle doit tenir compte de l'Europe et à la fois de ses voisins. Vous avez la Pologne, vous avez la Hongrie qui refuse carrément, vous avez d'autres pays qui vont joindre ces deux pays. Et vous avez aujourd'hui, ces euroticiens sont contre l'Europe. C'est-à-dire qu'il doit agir doublement au niveau de l'Europe et au niveau du correctif à apporter. Le troisième, c'est que nous avons assisté aujourd'hui à deux Allemagnes. Une Allemagne qui se dissociait de son volet politique et vous avez une Allemagne économique. Une Allemagne économique puissante, prospère, qui a un destin, qui a une voie collective. Mais que on rappelle que sous la direction d'Angela Merkel, le chômage est au plus bas. Il a baissé de moitié depuis son arrivée au pouvoir il y a 12 ans. Et c'est ça, cette contradiction aujourd'hui qui pose problème au niveau de l'Allemagne et au niveau des autres pays. Et ce qui fragilise la position de Merkel, parce qu'aujourd'hui, il est obligé soit de chercher des coalitions impossibles avec l'extrême gauche et les écologistes, parce que l'extrême droite... Avec les libéraux et les Verts, c'est une des coalitions qui se décide. Ce qui est ingérable et ce qui pourrait facilement conduire à refaire les élections. Aziz Boustin, d'abord une lecture des élections et ensuite on passera au scénario possible pour la constitution d'une coalition pour Angela Merkel. Écoutez, il faut revenir encore une fois, comme disait Ali, à l'histoire. L'Allemagne est un pays qui a été marqué. Je ne sais pas si on peut dire une tradition nazie, ce n'est pas une tradition, ça a duré une quinzaine d'années. Un gros accident, mais une période qui a marqué les Allemands. Ils ont surtout perdu la guerre. Et ils ont perdu la guerre. C'est une période qui a effectivement grandement marqué l'Allemagne. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, comme dans les autres pays, il y a une poussée de l'extrême droite. Il y en a eu en Hollande, en France, Obdoré en Grèce, en Italie, en Autriche. Il y a une poussée de l'extrême droite. Mais la poussée de l'AfD en Allemagne, en prenant en considération les spécificités de l'Allemagne, reviennent à la crise. Déjà, alors, l'AfD, qui est le parti d'extrême droite, est né suite à la crise. C'est un parti qui est inscrit dont l'existence est inscrite sous le signe de la crise. Alors, il est né juste après la crise de 2008, donc c'était une crise économique. Et là, sa poussée vient de la combinaison de deux facteurs. Le premier facteur, c'est la grosse crise de 2015 avec l'accueil de près d'1 million de réfugiés. Alors, on dit que l'Allemagne n'est pas un pays de migration, mais un pays de réfugiés, mais en accueillir 1 million d'un seul coup, enfin sur quelques mois, ça fait beaucoup. Et quand on voit la sociologie électorale de l'AfD, c'est en grande partie des gens actifs et exerçant des professions manuelles. C'est-à-dire que ce sont des gens à qui on dit facilement les Irakiens, les Syriens et les autres sont venus pour vous prendre votre boulot. Enfin, mais le discours c'était des professeurs et des économistes, des juristes. C'était des juristes, mais là, absolument. Forcément, quand on a l'élection, on surfe sur la vague. Donc, il y a eu ce problème, vous me faites signe.
Donc, non, je vous laisse terminer très rapidement pour qu'on conclue, pour qu'on pose la dernière question. La deuxième raison, donc la première, c'est la crise donc, de l'accueil massif des réfugiés. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu un vote sanction un peu comme en France. Le problème, c'est que le SPD a été vidé. Le SPD, donc le parti on va dire de gauche, social-démocrate, qui a décidé aujourd'hui de se mettre dans l'opposition. Qui a décidé de se mettre dans l'opposition. Et qui a eu aussi un score très bas, avec 20,5%. C'est-à-dire qu'il est pas talonné par l'extrême droite, mais ils ne sont pas tout à fait, ils sont pas très loin derrière. Le problème, c'est qu'il a été vidé de sa substance par qui? Par Angela Merkel. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche, d'avoir mené une politique plus à gauche que la ligne de son parti. Elle a mené une politique plus à gauche. Elle a perdu une partie de son électorat à cause de ça, en prenant des mesures sociales, en ouvrant les crèches, en parlant du nucléaire, enfin un certain nombre de Elle a eu aussi les reproches des conservateurs qui sont ses alliés traditionnels. D'après les sondages, il y a 1 million des électeurs de la CSU qui ont rejoint l'extrême droite parce qu'ils lui reprochent cette politique trop de gauche. Elle a fait un mouvement assez incompréhensible qui lui a permis, elle est très russe, et d'abord elle représente ce que demandent les Allemands dans la sobriété, dans la simplicité. Et puis une certaine stabilité aussi. Dans la résistance aux grandes puissances, contre Poutine, contre Trump. Mais elle a eu l'intelligence et la ruse, la finesse de vider le SPD de sa substance, donc de perdre une partie de son électorat de droite, mais d'aller en piocher chez les gens de gauche. Forcément, les gens de gauche ont perdu leur électorat, et c'est là où l'AfD a trouvé un boulevard devant lui. Donc on peut expliquer les choses comme ça. Maintenant, vu le système électoral, effectivement, on se retrouve avec 90 personnes, enfin députés de l'AfD, qui est déjà en crise parce que sa co-dirigeante a démissionné pour des raisons de désaccord avec l'extrémisme, mais c'est un parti qui se fera entendre sans grande conséquence. Deux dernières questions, il nous reste 3 minutes, donc vous avez 1 minute chacun. Vous répondez à une de ces questions. La première, c'est quelle coalition est possible aujourd'hui? Il y a 2 scénarios. Soit on reproduit la coalition sortante et on reste dans une certaine stabilité, soit une coalition un peu atypique avec les libéraux et avec les Verts, alors que ce sont des partis qui ne s'entendent absolument pas sur beaucoup de sujets, notamment l'Europe, la fiscalité et la politique énergétique. Donc selon vous, quelle est l'option qui est la plus plausible aujourd'hui? Et deuxième question, quel impact de ces élections européennes pour l'avenir de l'Europe et notamment pour la vision d'Emmanuel Macron, qui ne serait pas très content de voir les libéraux arriver dans cette coalition, puisqu'ils sont opposés en tout point à ces projets pour l'Europe et notamment à la création d'un budget commun. Donc quels sont les impacts possibles à court et moyen terme? Naïm Kamel, vous avez 1 minute chacun. La coalition qui semble se dessiner aujourd'hui, c'est les Verts et les libéraux. Mais les autres scénarios ne sont pas exclus, donc on verra à quoi ça va aboutir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands, ils ont beaucoup de sens de pragmatisme. Il y a toujours eu, par exemple, les libéraux ont toujours gouverné, que ce soit quand c'est le SDU, la CDU qui était au pouvoir ou le SPD. Ils ont aussi bien gouverné avec Kohl qu'avec Schmitt. Donc ils ont des formes de pragmatisme, de capacité à composer, à savoir ce qui est réalisable. Maintenant, Merkel est devenue indépassable en Allemagne, au moins pour les 4 ans à venir. C'est-à-dire que... Et en Europe aussi. Oui, sa force, c'est sa force économique. C'est ce qu'il a fait de l'Allemagne sur le plan européen. Aujourd'hui, c'est la première puissance économique de l'Europe. C'est la locomotive de l'Europe. Et d'ailleurs, Macron, il sait très bien que la France ne pourrait rien sans l'Allemagne et que les Français se plaignent toujours que ce soit l'Allemagne qui dicte à la France sa politique européenne. Macron essaie d'en sortir. Mais bon, là, on est en train de s'éloigner de la question initiale. On aura l'occasion d'y revenir. Mais moi, je vois Verts, libéraux, CDU... La coalition atypique... Ils en sont capables. Écoutez, Professeur Sidjari, la coalition a déjà déclaré qu'ils vont partir chez l'opposition. Non. Mais connaissons la culture allemande, qui donne une importance considérable à la négociation, au dialogue. Tout est possible en Allemagne. C'est le pays de la rationalité, c'est le pays de Weber et d'autres. Aziz Boustan, très rapidement. Moi, je suis d'accord avec Alice Sidjari. Effectivement, les Allemands sont des gens axiom. Les Allemands sont des gens sérieux. Sont des gens. Alors, de 1974 à 2017, ils ont eu 4 chanceliers. Au même moment, en France, où la durée est plus longue, ils ont eu 6 présidents de la République. Donc, ils sont dans la stabilité, ils sont dans le sérieux. La continuité. Alors, la continuité. Je rejoins donc Naïm sur... De prime abord, il y aura une coalition
entre la CDU, les libéraux et les Verts, mais il semblerait que ce soit assez difficile à gérer pour des questions de nucléaire avec les Verts et pour des questions de gouvernance de la zone euro pour les libéraux. Et donc, ils sont diamétralement opposés sur tous ces sujets. S'il y a un tiraillement, et il y aura très certainement des tiraillements, il est possible que Schulz, le patron du SPD, revienne sur sa décision, revienne dans la grande coalition et reprenne à son compte la phrase de leur plus grand chancelier Adenauer, qui était « ce que j'ai dit la veille ne me concerne pas ». Merci beaucoup à Aziz Boustin pour ce mot de la fin. Merci à vous, chers invités, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de ce débrief. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Très bonne fin de journée à tous.